Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 3 décembre 2020. Au sommaire de cette émission, Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique Caritas, est avec nous en plateau. Avec elle aussi Dan Israël de Mediapart. Retour sur le tsunami social qui se prépare. Plans sociaux, pauvreté qui explose, les artisans et les précaires sur la brèche. Est-il encore possible d'éviter la catastrophe? Retour aussi avec Camille Polony sur la dissolution par le gouvernement du CCIF, le Comité contre l'islamophobie en France. Une dissolution très politique. On y reviendra dans le contexte actuel. Bienvenue dans À l'air libre. Nous accueillons nos invités. Bonjour à tous les deux. Prenez le temps de vous installer. Véronique Fayet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Secours catholique Caritas. Alors le Secours catholique, bien sûr, c'est très connu. C'est 68 000 bénévoles sur tout le territoire qui aident près d'1,5 million de personnes chaque année. Lieu de solidarité, mais aussi baromètre de l'extension du domaine de la pauvreté avec cette pandémie. Vous venez de publier un état de la pauvreté en France en 2020, disponible sur votre site internet, et il est peu réjouissant. On va y revenir. Avec vous aussi, Dan Israël, bonjour. Bonjour. Journaliste à Mediapart, tu suis pour nous évidemment les questions sociales. Nos lecteurs te connaissent bien. Véronique Fayet, il y a beaucoup de sujets d'actualité en ce moment. On a beaucoup parlé ici dans cette émission et sur Mediapart du climat politique, des violences policières, mais pendant qu'on aborde ces sujets importants pour notre démocratie, il y a aussi beaucoup de gens qui, très concrètement dans leur vie, étaient déjà sur la ligne de crête avant cette pandémie et qui, ces derniers mois, ont basculé dans la pauvreté et ne s'en sortent plus forcément, n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Pour nous donner une idée, combien sont-ils et qui sont-ils? Alors, on ne sait pas très bien combien ils sont. Ce qui est sûr, comme vous dites, c'est que c'est un drame silencieux. On ne les entend pas. On a quelques petits chiffres, bien les chiffres du chômage, malheureusement, qui explosent. On a le nombre de bénéficiaires du RSA nouveaux qui s'inscrivent et qui demandent le RSA dans les départements. Donc, en moyenne, c'est plus 10%. Ça veut dire que dans certains départements, c'est 6-7% et dans d'autres, c'est plus 15 à 20%. Donc ça, ce sont des chiffres. Sinon, on sait qu'en France, les chiffres de la pauvreté, on les a qu'à l'année N+2. Donc on les aura en 2022. Par contre, ce qu'on sait, puisqu'on les voit, nous, au Secours catholique, c'est que ce sont des populations très variées. Ça peut être des gens qui travaillaient, qui s'en sortaient dignement, qui ne demandaient rien à personne. Et puis, alors, ils perdent leur travail, mais ils perdent surtout les heures supplémentaires, les primes, chômage partiel. Donc j'ai en mémoire l'exemple d'une jeune femme qui vit avec son fils, qui s'en sortait très bien avec 1600, ou plus bon an, mal an, et qui là, sans prime, sans heures supplémentaires, chômage partiel, tombe à 800-900. Donc là, ça ne passe plus, évidemment. Elle ne peut plus payer ses factures, son loyer. Donc elle vient au Secours catholique pour demander de l'aide. Et elle se demande ce qui lui arrive, elle se demande comment elle va faire. Voilà, beaucoup d'auto-entrepreneurs, des intermittents du spectacle. D'ailleurs, il y a eu des mesures qui ont été prises récemment par Madame Borne qui vont peut-être un peu sauver cette population-là. Mais il y a beaucoup de drames silencieux, de gens qui étaient en précarité, bien sûr. Ce n'étaient pas des gens riches, des gens qui étaient sur le fil du rasoir. Mais qui s'en sortaient, qui arrivaient à joindre les deux bouts plus ou moins. Voilà, et qui s'en sortaient, qui travaillaient. Des CDD, des intérims, du déclaré ou pas déclaré, enfin voilà, mais ils s'en sortaient. De même, n'oublions pas ceux qui étaient pauvres depuis toujours, qui avaient le RSA, donc il y avait déjà comme 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France en 2019, donc c'est pas nouveau, on ne découvre pas un problème entièrement nouveau, mais tous ces gens qui vivent par exemple avec le RSA, comme le RSA ne permet pas de vivre, justement, il permet juste de survivre, et bien tout le monde autour a un peu une économie de la débrouille. Un peu de distribution alimentaire dans les associations, un petit coup de pouce de temps en temps d'une assistante sociale, et puis aussi des petites heures de travail, déclarées, pas déclarées. Donc quand tout s'écroule, on bascule vraiment dans la grande pauvreté. Est-ce que vous aviez, au Secours catholique, déjà vu ça dans les dernières années, dans les dernières décennies, ou est-ce qu'on est là face à quelque chose de totalement nouveau ? Alors on a vu quelque chose qui ressemblait un petit peu en 2008 avec la crise financière. Et en 2010, donc à l'année N+2, effectivement, le nombre de personnes en situation de pauvreté en France avait augmenté de 1 million à cause de la crise financière. Mais j'ai pas le sentiment que c'était dans ces proportions-là. Là, on sait pas en plus encore ce qu'on va découvrir, j'allais dire, petit à petit, des gens qui vont s'endetter. On sait déjà, il y a eu des études économiques qui disent que les 20% les plus riches ont épargné. Par contre, les 20% les plus pauvres se sont endettés.
dettes de loyer, des impayés, etc. Donc on va petit à petit effectivement découvrir l'ampleur de la crise. Dan, Israël, à nouveau, on reparle de ce chiffre d'1 million de pauvres supplémentaires à venir avec cette pandémie. Oui, moi, ce que je pense qu'il faut souligner, c'est que quand il y a ces nouveaux pauvres qui arrivent, je mets beaucoup de guillemets parce que l'expression est un peu galvaudée, elle ne veut pas dire grand-chose, mais qu'il y a des gens qui basculent dans la précarité, il y a tous ceux qui étaient déjà dans la précarité qui subissent eux aussi le choc. C'est-à-dire que plus il y a de monde pour demander de l'aide ou qui a besoin d'aide, plus les gens qui sont les plus précaires et les plus bas ont du mal à s'en sortir. Donc je pense que c'est important de souligner que ce n'est pas des gens qui s'additionnent comme ça, c'est chaque fois une aggravation d'une dynamique, et ça peut vraiment être catastrophique. Et n'oublions pas aussi les jeunes qui sont extrêmement touchés, parce que les jeunes, par définition, ils n'ont pas d'emploi stable, ils ont des CDD, des intérims, des petites missions comme ça. Mais pareil, ils se débrouillaient, des solidarités familiales, la solidarité entre les copains. Bon, sans travail, c'est vraiment dramatique. J'ai eu le témoignage il n'y a pas longtemps d'une jeune fille là, qui habite en Lorraine, qui a un CAP vente. Donc, alors elle a beaucoup travaillé visiblement en 2019, parce qu'elle a eu le droit au chômage. Ça s'est arrêté au mois d'octobre. Elle n'a pas 25 ans. Donc elle n'a pas le droit au RSA, et donc elle retourne chez son père pour être logée, sinon elle serait à la rue. Et elle cherche désespérément un emploi dans la vente. Elle a essayé de rentrer dans le dispositif du gouvernement Un jeune, une solution. Donc elle a vu beaucoup d'entreprises, aucune ne l'a jamais rappelée. Voilà, donc elle attend de trouver un travail, elle se bat comme une folle. Sinon, le RSA au mois de mars, quand elle aura 25 ans. Donc il faut vraiment aussi qu'on trouve une solution pour les jeunes. Là, vraiment, il y a une urgence. Le gouvernement, vous et d'autres, avez insisté pour qu'on trouve une solution pour étendre le RSA aux jeunes avant 25 ans. Aujourd'hui, quelle est la situation? Pourquoi le gouvernement a refusé et qu'est-ce que vous lui dites? Alors, il y a toujours cette idée pour l'ensemble du gouvernement qu'il faut mettre les jeunes au travail. Donc, évidemment, on est d'accord. Évidemment, les jeunes, ils veulent un travail. Mais quand il n'y a pas de travail, il faut peut-être faire un tout petit pas de côté. Et donc, les mesures qui sont proposées sont des mesures conjoncturelles. Les dernières mesures de la ministre, Madame Borne, vont concerner 70 000 jeunes qui ont suffisamment travaillé pour avoir un complément. Très bien. Mais les autres? Mais il y a 900 000 jeunes qu'on appelle des NEET, là, cette expression anglo-saxonne, 900 000 jeunes en France qui sont ni à l'école, et qui sont sortis du lycée, ni en formation, ni au travail. Donc ils n'ont rien. Donc on voit bien que ce n'est pas à la hauteur. Donc nous, on dit maintenant il est temps d'avoir une mesure vraiment structurelle, c'est-à-dire un accompagnement renforcé, il faut commencer par ça, un accompagnement renforcé de proximité pour les jeunes, que les jeunes sentent qu'il y a quelqu'un qui leur fait confiance, qui va les soutenir, et une allocation qui permet de manger et de se loger. Dan, sur ce refus du gouvernement d'étendre le RSA jeune, et plus largement sur les réponses qui sont données par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Véronique Fayet le dit, il y a des mesures de temps en temps sur certains publics, et on a l'impression qu'il n'y a pas de mesures pouvant vraiment réguler cette extension de la pauvreté. Non, mais Véronique Fayet le dit bien. En fait, on reste du côté du gouvernement sur l'analyse ou sur je sais pas comment dire, l'opinion du président Emmanuel Macron sur le pognon de dingue qui est mis pour aider les pauvres. Il y a ce sentiment général, enfin les pauvres, les gens qui ne peuvent pas s'en sortir vu les conditions actuelles ou les conditions économiques, il y a ce sentiment général qu'effectivement, il faut que le gouvernement aide ceux qui travaillent. Très bien, en effet. Effectivement, le gouvernement aide ceux qui travaillent. Il y a beaucoup d'argent qui est mis, par exemple, sur le chômage partiel, donc des gens qui sont, enfin l'activité partielle, comme on dit officiellement, des gens qui sont en emploi, mais dont l'employeur ne peut pas ouvrir. Donc là, l'argent, l'État dépense beaucoup d'argent. Les derniers chiffres qu'on a à fin novembre, c'est 23 milliards d'euros depuis mars. Donc il y a un énorme effort qui est fait pour les gens qui sont des salariés. Mais on en discutera après avec des précaires de l'hôtellerie-restauration, de l'événementiel. Pas du tout pour les autres. Et alors, pour les gens qui ont des emplois précaires, des emplois courts, des emplois répétitifs, et encore moins pour ceux qui n'ont pas de travail. Et là, il y a vraiment c'est une vision politique. L'idée, avant tout, est de mettre les gens au travail. Voilà. Or, même quand en ce moment, le travail, il n'y en a pas assez pour tout le monde, il n'y a pas de doute. Véronique Fayet, une petite réaction là-dessus? Oui, je crois qu'on n'arrive pas à se comprendre en fait avec le gouvernement actuellement. Par exemple, dès le début de la crise, moi, le premier jour du confinement, j'avais écrit au Premier ministre pour dire que ça va être terrible pour les gens. Donc il faut leur donner une allocation supplémentaire. Mais une allocation durable, au moins toute la période du confinement. Et la réponse qu'on a eue, c'est bon, ok, il a fallu même se battre, et c'est une allocation ponctuelle, donc une qui est arrivée au mois de mai dans les familles. Bon, c'était déjà bienvenu, mais c'était pas suffisant.
on a encore beaucoup de tempêtés, donc il y en aura une deuxième qui vient d'être versée là, au mois de novembre. Voilà. Et donc, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les minima sociaux sont insuffisants, que les gens qui ont les minima sociaux, que ce soit l'allocation spécifique de solidarité ou le RSA, c'est 500 € pour une personne seule. Mais il y a aussi des petites retraites, des petites pensions de 600, 700 €. Donc les minima sociaux ne suffisent pas à vivre. Donc il faut réfléchir à une augmentation durable de ces minima sociaux pour que les gens soient protégés, qu'ils se sentent protégés en cas d'accident individuel, de perte d'emploi ou de problèmes de santé, ou d'accidents collectifs, ce qu'on vit aujourd'hui avec la pandémie. Et donc là, on a un peu un dialogue de sourds, où on demande des mesures structurelles d'augmentation durable du RSA, parce qu'il y a une grosse revalorisation à faire, et on nous répond mesures conjoncturelles, aides ponctuelles. Dans l'état de la pauvreté en France 2020 qui vient de sortir, que vous venez de publier au Secours catholique, il y a quelques chiffres, je voudrais rappeler, 8 millions de personnes en France, soit 12% de la population, ont recours à l'aide alimentaire pour ne pas avoir faim, subsister, pour vivre. C'est 8 fois plus, vous écrivez, que dans les années 1980. Et la moitié des familles que le Secours catholique accueille vivent avec moins de 9 € par jour et par personne. Imaginez un petit peu, voilà, par rapport à votre budget quotidien, ce que ça veut dire, et ce que ça veut dire de restrictions et de difficultés. Et en ce moment, des gens basculent, donc on l'a dit, dans la pauvreté. Certains vont aussi tomber dans la rue, dans les difficultés. Ce n'est pas probablement l'essentiel des publics, mais ça arrive. Et lors de ses vœux pour 2018, le président de la République, il avait fait une promesse. On l'écoute. Que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri. 3 ans et demi plus tard, c'est raté. Plus de 300 000 personnes sont sans logement ou dans la rue. Valentine Auberti a rencontré ce matin Christophe Robert. Il est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Il lui a notamment raconté qui sont ces nouvelles personnes mises à la rue par la pandémie. On regarde. 300 000 personnes sans domicile fixe en France en 2020. Ça vous inspire quoi? De la honte, de la colère, compte tenu de toutes les souffrances que ça signifie derrière. Quand on parle de personnes sans domicile, c'est des personnes qui ne vont pas savoir ce qui se passe le lendemain. Même quand vous n'êtes pas à la rue et dans un hôtel social, par exemple, vous savez que pour certains, c'est quelques jours après, pour d'autres, quelques mois après, vous allez vous retrouver peut-être sans solution. Dans un pays riche comme le nôtre, concevoir que ce phénomène n'est pas en train d'être réglé, mais augmente significativement, c'est extrêmement inquiétant. Ça devrait mobiliser toute la société pour apporter des réponses. On ne peut pas dire que rien n'a été fait, c'est pas ça le sujet. Mais il y a des gens qui vivent dans ces situations encore en France. On a résorbé les bidonvilles dans les années 70, aujourd'hui on a 16 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles. Il y a un moment où ça doit créer un électrochoc dans l'opinion, dans la puissance publique, dans les forces mobilisables pour pouvoir enrayer et régler ce problème. Et il n'y a pas d'électrochoc? Il n'y a pas d'électrochoc en fait. C'est-à-dire qu'il y a de la compassion, il y a une prise de conscience quand même de nos concitoyens qui témoignent, qui voient bien qu'il y a des gens à la rue, qui voient bien qu'il y a un problème. Les politiques publiques aussi disent on va mettre en place la politique du logement d'abord, on va faire plus ceci, plus cela. Et en réalité, on est sur des interventions de politique publique locale ou nationale qui sont complètement en dessous du problème que rencontrent aujourd'hui nos concitoyens. Alors, vous dites qu'il n'y a pas d'électrochoc, mais il y a des phrases un peu choc. Il y a celle d'Emmanuel Macron. Je vous fais écouter ce qu'il a dit lors de ses vœux pour l'année 2018. Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri. Le gouvernement s'est beaucoup engagé ces derniers mois en cette direction et a beaucoup amélioré les choses, mais il y a encore des situations qui ne sont pas acceptables et que je n'accepte pas davantage que vous. C'était il y a presque 3 ans. Ça reste vrai. Moi, je me satisfais que le président de la République dise on ne peut pas rester comme ça. Après, Est-ce que ça suffit de dire? Non. Après, ça ne suffit pas de dire, il faut faire. On ne peut pas, d'un côté, avoir ce discours qui est nécessaire, parce que c'est l'engagement de la nation à travers le président de la République, et simultanément couper dans les aides à la production de logements sociaux, dans les budgets, couper dans les APL, alors que ce sont les 2 leviers les plus importants pour permettre un accès digne au logement.
Et on ne peut pas dire, voilà, on a mis en place une politique de logement d'abord, que nous, à la Fondation Abbé Pierre, on soutient, mais qui n'est pas du tout à l'ampleur du phénomène, si vous voulez. Donc, il y a une contradiction majeure. On dit, on ne va pas faire comme avant, je n'accepte pas que des personnes restent à la rue et je veux tout faire. Et en même temps, pour vous rendre compte, quand même, en 2020, en année pleine, les coupes sur le logement social ou les aides au logement, les APL, c'est 3 milliards d'euros en moins dédiés à cette cause-là. Donc il faut que les actes reflètent le discours. Et en l'occurrence, sur ce sujet, ça n'est pas le cas. Est-ce que le profil des personnes à la rue a changé à cause du Covid ? On a vu un phénomène quand même pendant le premier confinement et qui semble se confirmer ces derniers mois, c'est les personnes hébergées chez des tiers. L'hébergement chez des tiers, c'est un amortisseur de crise du logement parce que des gens vont perdre leur logement à un moment et du coup, ils vont solliciter leurs voisins, leur oncle, leur tante, leurs cousins. Donc c'est de la solidarité privée, privative, c'est très bien, mais souvent ça ne peut pas durer. Et on a vu des personnes appeler le 115, frapper à la porte des associations comme la Fondation Abbé Pierre, le SAMU social, pour dire là, j'ai pas de toit sur la tête parce que j'ai dû quitter le logement des personnes qui m'hébergeaient. Voilà, ça c'est une première conséquence. Par contre, le profil des personnes à la rue a beaucoup évolué. Si on se situe les 30 ans en arrière, c'était une grande majorité des hommes seuls. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'hommes seuls, mais des familles, des femmes, des enfants, beaucoup de jeunes, en tout cas surreprésentés par rapport à leur poids dans la population, essentiellement des jeunes en rupture familiale, et qui se retrouvent avec 0 € ressources parce qu'ils n'ont même pas accès au RSA, les fameux 500 € que procure le RSA. Et ça, c'est une de vos demandes. Vous avez été reçu, comme d'autres associations, par le Premier ministre, qui a présenté il y a quelques semaines l'espèce d'acte 2 du plan pauvreté. Mais le RSA pour tous sans condition, et donc le RSA jeune, n'y est pas. Non. Et ça, vous le déplorez ? Oui, pas par principe. Parce que ça fait partie des gens qu'on rencontre à la Fondation, qu'on soutient à la Fondation. Et on est bien placé pour savoir que quand vous n'avez plus la famille et que vous n'avez aucune ressource, trouver un emploi, se reformer, trouver une solution digne au quotidien, c'est impossible. Tout simplement parce qu'il n'y a même pas ce RSA. Donc c'est un manque à la protection sociale par rapport au droit ouvert que constitue le RSA. Le RSA, il n'y a pas de condition. Si vous n'avez pas de ressources, vous avez le droit au RSA. Ben non. Pas quand on a 20 ans en France aujourd'hui. Pas quand on a 22 ans en France aujourd'hui. C'est un manque énorme. Et il y a des choses qui ont été dans cet acte 2 ou récemment annoncé par le Premier ministre en disant on va augmenter la garantie jeune, par exemple. Certes, on passe de 100 000 à 200 000 jeunes qui vont pouvoir sans doute bénéficier de cette garantie jeune. Mais c'est pour un an. Éventuellement reconductible un petit peu. Ce n'est pas un droit ouvert. Et c'est un énorme manque de la protection sociale en France aujourd'hui. Et là, il faut absolument que tout le monde se mobilise pour le mettre en œuvre. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas à en discuter plus que ça. On ne peut pas laisser en France, 5e, 6e puissance économique du monde, laisser des jeunes à 22 ans en rupture familiale crever dans leur tente ou dans un squat dans les villes de France. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Véronique Fayet, pour traiter des solutions telles que celles que vient d'écrire Christophe Robert, mais aussi voilà, cette extension de la pauvreté dont on parle en ce moment, vous plaidez pour un plancher social, un revenu minimum de dignité. Ce serait quoi exactement ? Alors oui, on voit bien que les gens ne sont pas suffisamment protégés. Donc un revenu minimum de dignité, c'est d'abord un revenu qui est attribué automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, du fait de la complexité administrative, de plein de difficultés, 30% des gens qui devraient bénéficier du RSA ne le touchent pas. Et on les voit chez nous. Parce qu'ils ont été dégoûtés, ils n'arrivent pas à faire les papiers, ils ont perdu, leur dossier a été perdu à la CAF, ils sont mal informés. Bon. Donc déjà une automaticité, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des contrôles a posteriori, mais on l'accorde automatiquement avec un présupposé de confiance, en fait. On fait confiance aux gens, on leur donne le RSA. Un niveau de revenu qui soit suffisant. 500 €, c'est pas suffisant. Donc ce qu'on préconise, c'est que, peut-être pas tout de suite, mais en quelques années, on puisse amener ce revenu minimum de dignité au niveau du seuil de pauvreté. Ça serait quelque chose de logique. Et le seuil de pauvreté à 50% du revenu médian, donc calculé par l'INSEE, c'est 890 € pour une personne seule.
par mois. Donc c'est pas des sommes complètement délirantes. Et puis une ouverture donc soit de ce minima ou d'un dispositif particulier aux jeunes à partir de 18 ans, dont on voit qu'ils sont vraiment très très cabossés et abîmés par la crise. Donc ça c'est quand même extrêmement grave de se dire qu'il y a des jeunes qui pendant 2, 3, 4 ans vont subir les conséquences de cette crise et vont s'enfoncer dans des difficultés. Et puis, on devrait peut-être le mettre en premier quand même, un accompagnement renforcé, parce qu'il ne s'agit pas de donner aux gens un revenu et puis de leur dire, bon ben voilà, restez chez vous, on n'a plus besoin de vous. Non, ce que désirent les gens, c'est retrouver du travail, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Ils ont envie de se sentir utiles, ils ont envie de contribuer à la société. Ils en ont marre qu'on les traite de feignants, d'assistés. Ouais. Donc pour ça, il faut vraiment un accompagnement de qualité. Et d'ailleurs, j'ai eu une discussion très intéressante avec le président du conseil départemental de la Gironde, qui est porteur d'une disposition sur un revenu de base. Il dit effectivement, si les travailleurs sociaux passaient moins de temps à contrôler et à faire de l'administratif, ils pourraient passer plus de temps à l'accompagnement socio-professionnel, au soutien aux bénéficiaires, et effectivement, ça serait beaucoup plus positif. Donc voilà, c'est une réforme quand même relativement profonde, mais on voit bien que les conseils départementaux qui sont responsables de la politique du RSA, par exemple, sont prêts à cette réflexion et ont envie d'aller plus loin. Oui, ils s'en rendent compte, eux, parce qu'ils sont sur le terrain et ils mettent en place des expérimentations. Ils ont ce désir d'avoir un contrat de confiance avec les allocataires, pas un contrat de défiance et de sanctions. Et ils voient aussi que peut-être ça ne suffit pas de traverser la rue pour avoir un emploi, comme nous a dit Emmanuel Macron. Absolument. Ouais. Dan ? Oui, simplement sur les départements qui effectivement versent le RSA, quand on s'y intéresse un peu, on découvre, mais beaucoup d'allocataires le savent, qu'il y a beaucoup de conditions très difficiles pour obtenir le RSA. Et on a raconté dans un article récent que certains départements même mettent des conditions en place qui sont illégales, qui sont interdites par la loi, qui ont été condamnées en justice jusqu'au Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute instance administrative française. Néanmoins, ces départements continuent à appliquer... Ils créent des obstacts pour ne pas que les gens demandent leurs droits. Voilà, tout à fait, avec une explication globale qui est que l'État c'est le département qui verse le RSA et l'État ne prend pas tout en charge, ne rembourse pas tout. Donc il y a une gestion purement comptable, parfois, des sommes à verser, et c'est un énorme problème. Alors, Véronique Fayet, vous allez rester avec nous, on va continuer cette discussion, mais avec toi, Dan, je voudrais qu'on élargisse un petit peu la focale. On l'a vu, il y a cette bascule dans la pauvreté de beaucoup de gens, et puis il y a plus largement une situation sociale très inquiétante. Est-ce que tu peux nous faire un rapide tour d'horizon, c'est pas facile, mais un rapide tour d'horizon de ce qui se joue en ce moment, de ce que tu appelles parfois un tsunami social? Oui, en fait, il y a une situation aujourd'hui qui est un peu en trompe-l'œil, c'est-à-dire que globalement, quand on regarde les chiffres du chômage, la catastrophe n'est pas là, n'est pas encore là. Il y a eu une très très forte explosion du chômage pour les catégories A, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas du tout travaillé le mois précédent, mais aussi les catégories B et C, les gens qui ont un peu travaillé. Ces gens-là, entre mars et l'été, il y a eu vraiment une explosion, et une augmentation de 10 à 15% du nombre d'inscrits à Pôle emploi. Puis ça redescend petit à petit, et ça fait 4 mois d'affilée que le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi redescend. Donc on peut se dire tout va bien. En fait, tous les spécialistes disent non, en fait, ça va pas bien du tout. Il y a beaucoup de plans de licenciement qui sont programmés, qui sont en cours, qui sont en cours de discussion, et on va se prendre une vague dans la tête, il n'y a pas d'autre mot. On ne sait pas quand, entre la fin de l'année et le printemps à venir. Donc nous, on a fait une carte, on a fait comme ça une carte des plans sociaux annoncés. Alors on va y revenir justement, voilà. Cette carte des plans sociaux que vous compilez avec Manuel Jardineau et Donatien Huet. Voilà. Vous parlez donc d'un tsunami social à venir, vous avez recensé les plans sociaux à venir, je donne les chiffres, 75 490 emplois condamnés ou menacés, c'est des chiffres à aujourd'hui, actualisés aujourd'hui, 348 entreprises concernées dans quasiment tous les départements, en réalité on la voit cette carte. Carte qui compile également, c'est important de le dire, les destructions d'emplois secteur par secteur. Est-ce qu'on est en train d'assister à un nouvel effondrement industriel avec cette pandémie en France aujourd'hui? On peut se poser la question, notamment du côté de l'aéronautique. Moi, j'étais vraiment frappé quand on a commencé à travailler sur la carte. On avait peut-être une centaine d'entreprises recensées. Ouais. Bien sûr, il y en avait beaucoup en Ile-de-France, mais il y en avait énormément dans la région de Toulouse, autour de l'aéronautique. Énormément. Dès que les constructeurs aéronautiques s'arrêtent, et là, les avions ne volent pas, donc il n'y a plus de commandes et tout s'arrête. Autour, il y a tout un tissu industriel qui s'arrête et qui commence à s'effondrer. Ça, c'est vraiment très, très net. Donc la réponse est oui, on peut le craindre. Et évidemment, d'autres impacts avec le confinement, la réduction de l'activité dans beaucoup de secteurs, les commerçants, les artisans et de très nombreux intérimaires et précaires. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Nous sommes avec Edgar Rodriguez.
Bonjour à tous. Vous êtes porte-parole du collectif des précaires de l'hôtellerie, restauration et événementiel, un collectif qui s'est justement organisé pendant ce confinement, pendant cette pandémie, en réponse à la précarisation de nombre de travailleurs du secteur. Effectivement, je voudrais revenir juste sur le fait que le président de la République, Emmanuel Macron, avait dit il y a encore quelques mois « Nous ne laisserons personne sur le bord de la route ». Et quoi qu'il en coûte. On s'aperçoit aujourd'hui que effectivement les promesses du président ne tiennent pas, hein, parce que ça fait aujourd'hui près de 9 mois qu'on essaye justement de voir, de faire en sorte que le gouvernement puisse s'intéresser à notre situation, hein, surtout sur les personnes qui sont dans la précarité la plus extrême. Il y en a de plus en plus tous les jours. On les voit, on les entend. Ils viennent souvent vers nous au CPHRE pour dire qu'effectivement qu'ils n'y arrivent plus, qu'ils sont dans le désarroi complet. Nous avons aujourd'hui, parmi même dans notre collectif, parmi les membres du collectif, nous avons des personnes qui sont au RSA, qui n'y arrivent plus. Pour certains d'eux, par exemple, c'est 875 € pour une famille entière de 4 personnes et qui ne permet pas aujourd'hui de vivre dignement. Racontez-nous un peu justement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour beaucoup, les bars et les restaurants, ils ont fermé, ils ont réouvert, là ils sont à nouveau fermés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, il y a plus rien. Est-ce qu'il y a quand même un peu de chômage partiel? Comment ça se passe? Enfin, expliquez-nous un petit peu ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui basculent directement dans le RSA? Alors, effectivement, justement, le gouvernement a donné le chômage partiel pour les gens qui étaient en CDI, hein, d'une certaine manière, et certains CDD qui étaient encore sous contrat. Pour le restant, nous sommes, c'est à peu près 2 millions de personnes aujourd'hui qui sont effectivement de la précarité extrême et qui n'y arrivent plus. Pour nous, aujourd'hui, nous n'avons plus de travail. Il s'avère que depuis le mois de mars, tous les secteurs les plus sinistrés, dont l'hôtellerie-restauration, le tourisme, tous ces secteurs ont été impactés. Et aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité pour l'avenir, il n'y a pas de travail qui va arriver, donc nous n'avons aucune visibilité. Merci Edgar. Je vais vous donner la parole à Véronique Fayet. Est-ce que ce que raconte Edgar, c'est la réalité de ce que vous voyez au Secours catholique? Absolument, c'est ce qu'on voit au Secours catholique. J'ai en tête un jeune homme de Seine-Saint-Denis d'une trentaine d'années qui était auto-entrepreneur dans ses métiers de la restauration, donc il vendait ses prestations de services. Donc il a eu le droit au printemps à deux aides du gouvernement. Et puis il y a eu un problème administratif kafkaïen, comme on sait le faire en France. Donc pendant des mois, il n'a pu rien toucher. Et il vient de retoucher, là, maintenant, au mois de novembre, le RSA. Mais le RSA, donc c'est 500 €, il est tout seul. Donc voilà, donc c'est des situations effectivement catastrophiques et on en voit beaucoup. Oui. Et Dan, encore une fois, le gouvernement dit on aide les uns et les autres, on aide les saisonniers. Là, tu en as parlé récemment sur Mediapart. On va en parler. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation des gens qui se regroupaient dans le collectif des précaires de l'hôtellerie-restauration. Bon, il y en a beaucoup en France, hein, comme on vient de le dire. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient multiplié des petits contrats, les extras de la restauration, des gens qui bossaient chez des traiteurs, qui faisaient des réceptions. Donc c'est des gens qui ne peuvent pas montrer, ils n'ont pas de contrat long, ils n'ont pas un CDI, ça c'est sûr, et même pas un CDD de plusieurs mois. C'est des multiplications de petits contrats. Les serveurs en brasserie, il y en a qui sont appelés pour le week-end, des choses comme ça. Et les gens qui ont cette multiplication de petits contrats sont d'abord les plus précaires des travailleurs, et ensuite passent entre les mailles. Enfin, il y a vraiment des trous dans la couverture de l'État. Et donc, on a commencé à en entendre parler tout récemment avec les saisonniers des stations de ski, en fait, parce qu'il y a eu un gros qui sont fermés pour les vacances d'hiver. Donc, il y a eu un gros coup de projecteur. Ça concerne plus de 100 000 salariés. Donc là, l'État a dit deux choses. Un, on pourra... les employeurs pourront les embaucher et les payer, en fait, les mettre en activité partielle, et l'État remboursera à 100%. Donc ça concerne vraiment les stations de ski. Mais aussi, l'État a annoncé qu'ils allaient mettre en place une aide de 900 € maximum, mais il y a plein de conditions. Donc pour ça, c'est pour novembre, décembre, janvier, février. Donc ça concerne vraiment les stations de ski, mais en fait, ça pourrait toucher d'autres personnes, comme Edgar ici. Mais pour ça, il faut avoir
il faut avoir travaillé au moins 60% de son temps l'année 2019. Or, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas prétendre. C'est énorme. 7 mois, c'est énorme. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas prétendre avoir travaillé l'équivalent de 7 mois en une année. C'est énorme, et en plus, on mesure, en vous écoutant tous les deux, la complexité de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire valoir ses droits, toucher une aide qui est prévue, d'abord, il faut être au courant, et puis il faut arriver à pouvoir toquer au bon guichet pour l'avoir. Alors là, les 900 €, il y a quelque chose qui est malin qui est mis en place, c'est que ça sera automatique. Donc il n'y a pas de démarche à faire, mais il faut être inscrit à Pôle emploi. Or, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, puisqu'on peut rappeler éternellement que seulement la moitié des inscrits à Pôle emploi sont indemnisés. Donc il y a beaucoup de gens qui ne s'inscrivent pas parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas d'aide de Pôle emploi, pas d'aide financière. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits et donc ils vont encore une fois passer à travers les mailles du filet. Ouais, on mesure le côté un peu kafkaïen de tout ça aussi qui se rajoute. Merci beaucoup Edgar Rodriguez, vous êtes porte-parole du collectif des précaires de l'hôtellerie, restauration et événementiel, le CPHRE. J'imagine qu'on peut vous joindre en regardant. Vous avez un site internet, j'imagine, sur lequel on peut vous contacter. Nous avons un site internet, effectivement. Nous avons également donc un site Twitter où on peut nous joindre également. Donc ceux qui sont intéressés peuvent vous contacter ainsi. Véronique Fayet, quand vous entendez des témoignages comme celui-ci, quand on parle de la complexité bureaucratique, du moment aussi pour faire valoir ses droits, vous, dans une vie antérieure, vous avez été adjointe à Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Vous avez été, je crois, membre du MoDem, ce parti qui aujourd'hui est dans la majorité. Donc, quand vous rencontrez des gens du gouvernement, il peut y avoir une forme de proximité. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas ou qu'est-ce qu'ils ne veulent pas comprendre dans toutes ces situations-là qui sont décrites, qui font que très concrètement, des gens basculent en fait? Mais je crois que beaucoup d'élus sont loin des réalités, voilà. Et nous, ce qu'on vit au Secours catholique, on appelle ça la culture de la rencontre. C'est aussi une notion que le pape François aime beaucoup. C'est-à-dire que ce qui fait basculer les gens, c'est de rencontrer une personne pauvre, les yeux dans les yeux, comme ce monsieur qu'on vient d'écouter, pour bien comprendre ce qu'il vit. Et dire que c'est pas des histoires qui se racontent. Ils ont envie de travailler, ils ont envie d'être dignes, ils ont envie de mener une vie comme tout le monde. Et en fait, on est juste bourré de préjugés sur les pauvres. Et les hommes politiques et les femmes politiques, au moins autant, si ce n'est plus que la majorité de la population. Donc des préjugés il faut dire, non, mais bon, ils font pas vraiment beaucoup d'efforts pour s'en sortir, non, mais ils sont quand même paresseux, non, mais ils sont quand même profiteurs, puis on va pas leur donner trop d'aide parce que sinon, ils vont rester chez eux à regarder la télé, à boire des bières. Donc il y a des préjugés dans la société, mais qui sont mortifères. Donc, et c'est ça qu'il faut qu'on casse. Et c'est pour ça que nous, on dit que quand on prépare une décision politique importante, il faut mettre autour de la table les précaires, les gens les plus pauvres, les gens les plus fragiles, pour les entendre, comprendre ce qu'ils vivent et du coup prendre les bonnes décisions, parce que si on les écoute pas, on prend toujours les mauvaises décisions. Et donc ça finit par coûter cher, effectivement, comme disent certains. Mais voilà, c'est cette rencontre qu'il faut arriver à faire, et plus on est dans peut-être des sphères gouvernementales élevées, et moins on est à l'écoute de ces personnes-là, et donc plus on prend des décisions qui sont un peu décalées. Encore une fois, écoutez la société. Merci beaucoup Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas. Je signale ce livre que vous avez fait paraître récemment, Révolution fraternelle, le cri des pauvres, c'est aux éditions Indigènes. C'est bien ça? Voilà. Merci beaucoup. Dan de Mediapart, Dan Israël, on te lit évidemment sur le site. Bonjour Camille Polony. Bonjour. Tu es journaliste à Mediapart. Le collectif contre l'islamophobie en France vient d'être dissous hier en Conseil des ministres. Le décret est paru ce jeudi au journal officiel. Dissolution qui avait été annoncée dans la foulée de l'attentat terroriste contre l'enseignant Samuel Paty. Camille, tu viens de publier cet article, le CCF dissout et redissout. Camille, en 2 mots, que faisait cette organisation? Alors le CCIF, c'était une association qui faisait principalement de la médiation par le droit. C'est-à-dire que des particuliers pouvaient s'adresser au CCIF pour leur signaler des faits de discrimination basés sur la religion musulmane. Et ensuite, le CCIF faisait le tri dans tous ces signalements pour proposer des contacts entre ces personnes et des juristes de l'association, voire des avocats, pour les aider dans leurs démarches, que ce soit des démarches de médiation auprès d'un organisme ou des démarches en justice. Le CCIF faisait aussi un rapport annuel sur les faits d'islamophobie, un terme qui était utilisé couramment par le collectif. Donc ça pouvait être aussi bien des agressions physiques
que parfois des mesures législatives ou des discours publics qui étaient considérés comme islamophobes. C'est un rapport qu'on pouvait consulter publiquement. CCIF, souvent interrogé d'ailleurs dans les médias. On va regarder cet entretien de son ancien porte-parole, Yasser Louati. C'était en 2016, alors que plusieurs études faisaient état d'une hausse des actes malveillants ciblant les musulmans. N'oubliez pas qu'en France, le terme d'islamophobie est encore sujet à débat et qu'on peine à reconnaître le phénomène. Maintenant, il faut qu'il y ait une reconnaissance au sein même de l'État de se dire il y a bien un problème d'islamophobie en France, qu'on est en train de cibler les gens pour leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Et bien sûr, ça passe par la formation des fonctionnaires, ça passe par une interprétation de la laïcité qui soit inclusive et qu'elle ne reste pas un outil, enfin plutôt un instrument d'exclusion sur une base idéologique. Alors Camille, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé son souhait de dissoudre le CCIF parce qu'il dit que c'est une officine islamiste qui ne condamne pas les attentats, entre autres griefs qu'il lui fait. Le décret, donc on l'a dit, est paru ce matin au journal officiel. On va le regarder ensemble si tu veux bien. Ici, voici les justifications données par le ministre de l'Intérieur dans ce décret. En qualifiant d'islamophobe des mesures prises dans le but de prévenir des actions terroristes et de prévenir ou combattre des actes punis par la loi, le CCIF doit être regardé, nous dit ce décret, comme partageant, cautionnant et contribuant à propager de telles idées au risque de susciter des actes de haine, de violence ou de discrimination ou de créer le terreau d'actions violentes chez certains de ses sympathisants. Il est aussi accusé de travestir la vérité pour accréditer dans l'opinion publique un soupçon permanent de persécution religieuse de nature à attiser la haine, la violence ou la discrimination, qu'ainsi ce collectif a notamment recensé comme acte islamophobe des expulsions d'imams appelant au djihad. On lit aussi dans ce décret que plusieurs responsables ou membres du CCIF entretiennent des relations avec des figures de l'islam radical, dont certains membres de la mouvance djihadiste ayant combattu en Syrie dans les rangs d'Al-Qaïda. Et enfin, entre autres griefs, parce qu'on pourrait en citer d'autres, que ces publications ont généré sur le compte de l'association sur les réseaux sociaux des commentaires de la part des sympathisants et internautes constituant une provocation à des actes de terrorisme ou une légitimation de tels actes. Donc des accusations quand même extrêmement graves. Camille, il y a beaucoup de choses là-dedans. Que penser de ces différents reproches qui sont faits? Est-ce qu'ils sont légitimes? Alors d'abord, il faut préciser que beaucoup des accusations qui sont contenues dans ce décret constituent en fait des délits. La provocation à la haine, à la violence, le soutien à des actes de terrorisme, ce sont des délits qui sont passibles de poursuites. Pour autant, ni le CCIF en tant qu'association, ni ses dirigeants n'ont jamais été poursuivis pénalement pour ça. Le gouvernement a préféré choisir la voie administrative de la dissolution. Sur les fréquentations du CCIF, le CCIF s'est défendu de beaucoup de choses dans les dernières années, on ne va pas tout récapituler. La partie sur les commentaires que susciteraient ces publications, c'est-à-dire le fait que le CCIF publie des choses sur Internet qui ensuite, en retour, suscitent des commentaires haineux. Ce fait-là a déjà été reproché par le gouvernement à l'association Baraka City, qui a été dissoute plus tôt, et aussi à la mosquée de Pantin, qui a été fermée dans la foulée de l'assassinat de Samuel Paty. Ce qui pose problème un peu sur le fond dans ce décret, c'est que ce qui est reproché au CCIF, finalement, c'est sa définition de l'islamophobie, la façon dont elle utilise ce concept, les contours de la notion, et sa critique de la politique antiterroriste et de lutte contre la radicalisation qui est mise en place par le gouvernement. Finalement, on reproche au CCIF d'avoir une forme d'agenda caché. Alors, et notamment en utilisant ce terme islamophobie qui est contesté, y compris bien sûr par le gouvernement qui préfère parler de racisme anti-musulman et ne pas parler d'islamophobie. Alors, dans ce décret, il y a même un reproche qui est fait et qui, moi, m'a pas mal étonné en lisant ce décret. Il est par exemple reproché au CCIF d'avoir participé à des rassemblements militants interdits aux blancs ou aux non-musulmans, en fait, c'est-à-dire des réunions en non-mixité choisie, ce qui n'est pas propre au CCIF, qui par ailleurs défend les musulmans. Donc on peut imaginer qu'il y a une majorité de musulmans qui assistent aux réunions du CCIF. Tout à fait. Et puis les réunions en non-mixité sont utilisées fréquemment par des collectifs féministes, par des collectifs LGBT, par des militants syndicaux, comme ceux de Sud Éducation. On se rappelle d'ailleurs que sur le stage syndical de Sud Éducation, ça avait fait beaucoup parler Jean-Michel Blanquer, qui avait essayé d'interdire ces stages-là, mais avait été désavoué par l'administration. Camille, est-ce qu'on peut dire que c'est une dissolution politique dans le contexte actuel? Elle est politique à plusieurs titres. Alors d'abord parce qu'elle est portée par Gérald Darmanin, qui dès le lendemain de l'assassinat de Samuel Paty a estimé que le CCIF faisait partie des ennemis de la République, qu'il désignait, et que c'était, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, une officine qui avait une responsabilité manifeste dans l'assassinat de Samuel Paty, ce qui n'a pas du tout été
retenu par la justice, mais qui est porté par le ministre de l'Intérieur. C'est finalement une mesure qui rentre dans le cadre d'un agenda plus large du gouvernement, qui porte depuis des mois la notion de séparatisme, qui va présenter la semaine prochaine au Conseil des ministres un projet de loi confortant les principes républicains qui est consacré à cette notion de séparatisme et qui, depuis l'assassinat de Samuel Paty, a multiplié les opérations de police administrative visant des musulmans considérés comme radicaux par l'administration. Et donc tout ça s'inscrit dans une logique qui dure depuis plusieurs mois. Une ou deux petites questions pour finir. Tu le soulignes dans l'article, certains reproches que faisait au départ le gouvernement au CCIF n'ont pas été repris dans ce décret. Pourquoi et qu'est-ce que ça nous dit ? Alors il faut comprendre qu'une procédure de dissolution, en règle générale, et comme c'est le cas là, elle passe par une phase de procédure contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, il y a 8 jours, le gouvernement a donné ses arguments au CCIF pour que le CCIF puisse y répondre. Et on ne connaît pas l'intégralité de ces arguments, mais certains ont été pointés par le CCIF comme complètement erronés. Par exemple, le fait que Abdelhakim Sefrioui du collectif Cheikh Yassine aurait été trésorier du CCIF, ce qui factuellement est faux. Ou que Abdallah Zekri, qui fait partie du Conseil français du culte musulman, y était désigné comme un prédicateur salafiste, ce qui est également faux. Il y a d'autres petits détails qui ont été amendés, ce qui veut dire que les observations faites par le CCIF ont pu, dans certains cas, porter, même si ça n'a pas annulé le résultat final. Alors tu l'as dit, le CCIF se défend de ces accusations. Il a dénoncé des éléments, je cite, infondés, biaisés ou mensongers. Il a aussi annoncé déménager ses activités à l'étranger. Est-ce qu'on sait où et est-ce qu'on sait s'il va continuer à opérer d'une façon ou d'une autre en France pour faire ce travail de soutien de personnes musulmanes que tu décrivais au départ ? Alors, on ne sait pas exactement ce qui est prévu. L'association en tant que telle a été dissoute la veille, finalement, de la dissolution faite par le gouvernement. Voilà. Se sont autodissous officiellement en préfecture. Le siège n'est plus à l'endroit où il était auparavant. Il est question de transférer des activités à l'étranger. À ce stade, c'est assez difficile de comprendre si, finalement, le CCIF passe le relais à des associations partenaires ou va continuer, depuis l'étranger, à exercer ses activités en France. Merci Camille, on te lit bien évidemment sur Mediapart. À très bientôt, tu restes avec nous pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, voilà ce que vous pouvez lire en vous abonnant. Michel Deléan suit toujours pour nous le procès Bismuth. La journée de mardi était consacrée à l'interrogatoire du haut magistrat en retraite Gilbert Azibert, l'un des 3 prévenus, aux côtés de Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog. L'histoire est ancienne, mais la mise en examen, elle, est toute nouvelle. Yann Philippin revient sur la mise en examen donc pour blanchiment de fraude fiscale de la mère de Puteaux. Cette mise en examen intervient 5 ans après les révélations de Mediapart sur le retrait, tenez-vous bien, de 102 lingots d'or sur son compte caché au Luxembourg. Allons-y. Enfin, Prisca Borel s'est rendue pour Mediapart à Nîmes. Nîmes où l'école élémentaire Georges Bruguier a dû être déplacée vers un centre de loisirs pour échapper au climat de guerre urbaine qui secoue le quartier du chemin bas d'Avignon. Intrusion, balles perdues, tirs nourris d'armes de guerre. Une école prise en étau entre la misère et la drogue. Voilà, à l'air libre, c'est terminé pour aujourd'hui. Pas d'émission studio ce vendredi. Ça vous donnera le temps de revoir les nombreux échanges de la journée porte ouverte de Mediapart sur le site et notre page YouTube. Samedi, notre documentaire est un court-métrage signé Léo Vintic, une plongée dans une ferme à lapins aux Pays-Bas. Et oui, dimanche, retour au studio avec un entretien avec la politiste Hélène Landemort sur sa proposition de démocratie ouverte pour rendre la représentation politique plus inclusive et plus égalitaire. Nous, on vous donne rendez-vous, ce sera Valentine Auberti sur ce siège. Un grand merci à la rédaction d'À Libre, à notre équipe technique. Bonne fin de semaine et surtout, on ne le répétera jamais assez, abonnez-vous. Vous le savez, Mediapart est indépendant et ne vous informe que grâce aux abonnements.